Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Horus. L'univers, en apparence chaotique, dévoile en réalité une architecture d'une précision stupéfiante, fondée sur des lois mathématiques et géométriques universelles. Ce langage caché, les civilisations anciennes en détenaient déjà les premiers fragments. Parmi elles, les bâtisseurs de l'Égypte antique semblent avoir transmis, à travers la pierre, une part de ces connaissances oubliées. Des sables d'Égypte jusqu'aux confins du système solaire, un même schéma se dessine et se répète inlassablement, laissant entrevoir l'empreinte discrète d'une intelligence à l'œuvre dans la nature, et peut-être même au-delà. Alors, ce que je viens de vous lire, c'est une partie de la quatrième de couverture du livre La révélation du système solaire, écrit par Cyril Église, que j'ai le grand plaisir d'accueillir pour ma rentrée sur Horus. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Jérôme. Je vais très bien. Je suis très heureux de venir sur ta chaîne, hein. D'habitude, je suis plutôt celui qui regarde, mais là, pour une fois, le petit écran, c'est moi qui Spectateur, tu es devenu regarde. intervenant. Ouais, 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 ça change. Ça change, hein? Mais je Bon. suis très content d'être là. Eh ben moi, je suis très content de t'accueillir. Alors, comme je le disais, hein, je me suis octroyé une grande pause estivale, hein. Ça fait Ouais, quelques t'as semaines que fait. je n'ai rien posté sur ma chaîne. Et là, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Voilà. Et donc, tu es le premier intervenant pour cette rentrée 2025. Et je suis très content de t'accueillir. Alors, nous, Cyril, on s'est rencontrés, c'était l'année dernière, C'est ça. Au à rendez-vous artefact. Issoire, aux événements Artefacts organisés par Quentin Leplat. Et puis bah, le midi, on mangeait au restaurant ensemble. Et puis tu m'expliquais que tu étais en train d'écrire un livre. Alors on a parlé dans les grandes lignes du sujet de ton livre. Et puis moi, je t'avais dit à l'époque, ça me fait penser vraiment, j'en fais souvent référence, à ce livre L'Or des étoiles de José Fendelvel. Oui. Frendelvel. Et voilà. Et bah, tu as eu la gentillesse de m'envoyer ton livre avant mes vacances. Donc je suis parti avec. Bah, je l'ai bouquiné pendant mes vacances, sur la plage, des endroits un petit peu improbables. Et j'ai vraiment adoré ton bouquin parce que bah, ça complète ce que Monsieur Frendelvel avait déjà découvert à l'époque, il y a déjà pas mal de temps, à savoir qu'il y a un ordre dans notre système solaire. Et bah, ça va être tout le sujet de notre conversation aujourd'hui, hein, ce que tu as découvert toi de ton côté par rapport à la géométrie que l'on peut déceler au travers des principaux astres de notre système solaire, quoi. Exactement. Donc, je précise que le livre de José, je l'avais acheté parce que tout a commencé en 2016 et je me sentais pas un petit peu seul, hein, parce qu'il y avait quand même Georges Vermar qui a entamé quelques travaux dans ce sujet-là. Mais en fait, je me suis aperçu que José, enfin, 1 ou 2 ans après, j'ai acheté le livre de José et effectivement, j'ai trouvé ça voilà, très intéressant parce que ça rejoignait un petit peu les choses que je trouvais. Mhm. Et ouais, ça se complète, donc voilà. Et moi, je trouve ça fabuleux parce que, bah, bon, moi, je suis hein, je vous l'explique dans pas mal de mes vidéos, j'ai l'intime conviction que nous vivons dans une, Dans entre une guillemets, matrice. matrice, exactement. Et bah, quand on regarde l'infiniment petit, lorsqu'on regarde ce qu'il y a sur notre planète, on se rend compte qu'il y a quand même la main d'un créateur derrière tout ça. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que on retrouve un petit peu les mêmes principes dans notre système solaire. Et ça me réconforte dans ma suggestion. Et bah, toi, t'enfonces le clou, quoi. Parce que bah, quand j'ai découvert ce que tu nous exposes au travers de ce très beau livre, alors je tiens à le préciser, avant de commencer ensemble, Cyril, ton livre est disponible sur Amazon. Sur Amazon, oui, c'est ça. Voilà, au Ouais. prix de, rappelle-moi le prix, C'est 24 euros. Voilà. 24 euros. Bon, il est Et tout en couleur. exactement, c'est ce que j'allais Et, dire. Il est il tout y en a couleur. Il n'y a pas énormément une page. Voilà, hein, je de ne vais pas vous graphiques. faire. Mais il y a un énorme travail de ta part au niveau de la conception visuelle du livre. Ouais. Et ce qui, je veux Qui dire, est tu ne pouvais pas puissant, trop y mais échapper parce que bah, lorsqu'on parle de mathématiques et de géométrie, ouais. si tu n'essayes pas d'agrémenter tout ça avec un côté visuel sympa, tu perds au bout de trois Ouais. pages tes lecteurs, quoi. Alors que Ouais. là, il y a un énorme travail de ta part au niveau Oui, 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 visuel de ce livre, j'ai hein. pris Donc, vraiment le temps de faire en sorte que le visuel soit et parlant.
Parce que on parle de mathématiques, de géométrie, et bon, c'est souvent indigeste pour la plupart des personnes. Oui. Et Je veux bien. je me disais, bon, c'est bien de faire des découvertes, de voir qu'il y a une harmonie effectivement dans le système solaire et au-delà. Mais si les gens sont perdus parce qu'ils n'y comprennent rien, ça sert à rien. Donc, Mm, un schéma, en fait, ça peut expliquer en une fraction de seconde des choses que les mots ne pourraient pas expliquer. Donc voilà, j'ai pris le temps. J'ai recommencé au moins 10 fois parce que ben, j'ai appris, hein. Ça a été un petit peu compliqué parce que je ne suis pas passé par la méthode traditionnelle. J'ai utilisé PowerPoint, y compris pour le texte. Donc il a fallu que j'apprenne en fait aussi en cours de route. Et mm. c'était long. Bon, j'ai travaillé pendant 7 ans, on va dire, dans les recherches, de 2016 à 2023, même si c'est encore un tout petit peu continué après. Mais les 2 dernières années, je les ai consacrées donc à faire effectivement les images. Et j'ai commencé un tout petit peu le texte, mais vraiment, j'ai écrit, enfin, l'écriture, ça s'est passé à partir de l'an dernier, à partir du printemps de l'an dernier, 2024. Voilà. D'accord. D'accord. Bah, Voilà. Mais 9 ans de travail et je compte plus les heures. non, non, mais je tiens à le souligner, tu as fait un énorme boulot par rapport à ton livre. Et c'est bien la première fois que je tombe sur un livre qui est illustré de cette manière. Et je trouve ça mais ultra plaisant à lire, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas une seule page. Hein, je vous Voilà. le fais voir, il n'y a pas une seule page où il y a un schéma visuel, Bah, voilà, avec des petits dessins, c'est en couleur, c'est vraiment très plaisant. Et bah, lorsque tu nous expliques, on va en venir, hein, c'est toutes ces différentes découvertes que tu as fait par rapport à la géométrie et aux mathématiques que l'on peut déceler dans le système solaire, bah, tout de suite, quand on a le visuel à côté, c'est beaucoup plus parlant. parlant. Comme, Ouais, comme on le dit, hein, un dessin vaut mieux qu'un long discours. exactement. Alors, je voulais te demander, moi, Cyril, les personnes ne te connaissent pas. Tu es le premier, Je suis c'est la complètement première fois que tu inconnu. interviens sur une chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai tout l'honneur Exactement. de ce côté-là. Et bah, je voulais te demander voilà, de te présenter dans les grandes lignes et puis nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce type de recherche, Cyril. Ouais. Alors, donc je m'appelle Cyril Léglise. Voilà, j'ai un petit garçon qui a 12 ans. D'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil parce que c'est un peu lui qui m'a poussé vraiment à aller jusqu'au bout. Il m'a encouragé. Et donc, voilà, merci, merci mon Hugo. Tu as bien Alors, raison. donc, les choses se sont, on va dire, enclenchées progressivement, mais étape par étape, marche par marche, mais avec une certaine logique. Quand je revois les choses avec du recul, effectivement, bah, tout a commencé. On va parler de la révélation des pyramides, hein. Ça, c'est sûr, comme beaucoup de chercheurs alternatifs. Ça a Comme, été comme, l'électrochoc, oui, bah, le film de Patrice Couillard, hein. on en parlait en off, hein. Moi, je crois que 90% de mes Ouais. invités ont eu ce déclic avec la Alors moi, révélation des pyramides. je l'ai vu en 2013 et, effectivement, ce film m'a scotché, quoi. Il y a eu un déclic et là, je me suis dit, il faut creuser l'histoire, il faut essayer de creuser tout ça parce que on comprend pas tout, en fait. Donc là, il faut essayer d'aller gratter un petit peu tout ça. Mais sinon, en fait, donc ça a commencé en 2011 avec Patrick Burenstenas, qui est un alchimiste français très connu, hein, très en vogue, mais qui a une connaissance incroyable. Et il parlait du langage des oiseaux. Et ce langage des oiseaux, qui est un langage très particulier, me parlait en fait, parce que moi j'avais l'impression, quand j'écoutais des personnes qui avaient une sorte de langage symbolique qui pouvait ressortir, et ça me faisait vibrer en fait. Et je sais pas Mhm. pourquoi. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que ça vient Je sais pas d'où ça vient. Mais tout de suite, j'ai commencé à écouter Patrick Burenstenas avec le voyage alchimique. Il a fait 7 DVD.
Oui, Et sur 7 sites à ouais, travers la ouais, France, ouais, super ouais, intéressant. Mhm. c'est très intéressant, Bruxelles, Mhm. etc. Bon, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, Rocamadour, etc. Rocamadour. Je les ai tous vus. Et Mhm. là, j'ai commencé en fait à me familiariser avec l'alchimie et le discours de l'alchimie. Et ce discours me parlait, en fait, ça me parlait. J'ai écouté mais des heures et des heures euh, de, de discours de Patrick Burenstenas. Et progressivement, j'ai l'impression que les choses, je les digérais et je commençais progressivement à comprendre ce que c'était que l'alchimie. Mhm. Si je parle de ça, c'est parce que quand on va lire mon livre, on va se rendre compte qu'il y a une trame alchimique. Oui, ça glisse vers On peut l'alchimie. glisser très facilement vers l'alchimie, ce qui est très étonnant. Euh, et euh, comment dire, ça a duré quelques années, en fait. J'ai bu ces paroles et j'ai l'impression que des choses s'organisaient, en fait. Mhm. Donc ça a été une sorte de première sous-couche où ensuite il y a effectivement la révélation des pyramides qui est arrivée, où là, ben, là on se prend tous une claque, hein, parce que je dis, bon, les Qu'est-ce que choses, c'est que cette grande qu'est-ce que pyramide? c'est que cette histoire? Les choses sont pas ce qu'on croit. Il y a de l'organisation, il n'y a rien de chaotique, l'histoire est pas exactement comme on nous la raconte. Donc voilà, ça commence à remettre des choses en question. Et ça, c'était une autre sous-couche qui arrivait et qui venait alimenter un petit peu mes questionnements et par la suite mes envies aussi de faire des recherches. Donc d'ailleurs, par rapport à l'alchimie, j'ai aussi du coup beaucoup étudié Carl Gustav Jung. Mhm. Où là, on est plus dans de l'alchimie, on va dire, spirituelle, Spirituel. Mhm. virtuelle, mais qui est aussi puissante, euh, puisque c'est la transformation, cette fois-ci, non pas des métaux en or, mais le but de l'alchimie, c'est bien la transformation de l'homme. De Donc c'est l'âme. intéressant parce que on est quand même venu ici pour progresser. Et donc, Carl Gustav Jung m'a marqué aussi dans mon cheminement, notamment par rapport aux synchronicités. Et il a coopéré avec Gustave, non, Paoli, je ne sais plus son prénom, mais Paoli a été prix Nobel de physique, et tous les deux, donc ils ont, ils ont travaillé ensemble pour essayer de comprendre un petit peu les liens qu'il pouvait y avoir entre la conscience et la matière. Et Mhm. ça, c'est intéressant, parce qu'on verra que, justement, le livre que je présente, il est là aussi pour peut-être dire qu'il peut y avoir des pistes. Et, il est possible de se poser des questions, à savoir s'il y a de la conscience en fait dans l'organisation de la matière et notamment du système solaire. Mhm. Donc ces liens entre conscience et matière sont de plus en plus en vogue aujourd'hui, notamment avec les travaux de Philippe Guillemot, qui viennent éclairer aussi un petit peu tout ça. On n'est plus dans des choses un petit peu irrationnelles. Là, on rentre vraiment dans de la physique pure et dure, où la conscience commence à mettre le pied dans la porte, et peut-être qu'on va arriver à quelque chose de nouveau, hein. Mhm. La conscience, à mon sens, ça va être... ça va être le nouveau paradigme, en fait, de Mhm. comprendre que nous sommes non seulement, on va dire, un corps, mais aussi une conscience et donc un esprit. Et ça c'est essentiel dans la compréhension de tout ce bric-à-brac qu'est la vie. Eh oui, une Et, conscience dans. le système solaire, pourquoi on est là? Mhm. Alors, qu'est-ce qui t'a justement, qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi de te dire, tiens, je vais lever les yeux vers les étoiles et puis je vais essayer de m'intéresser à notre système solaire. Ça m'intéresse parce que bah, voilà, c'est pas du tout des recherches, je dirais, banales, quoi. Faut avoir envie d'aller d'aller étudier le Oui. système solaire, les différentes planètes, reprendre les proportions des planètes, etc., et de se lancer dans toute cette recherche que tu exposes dans ton livre. Oui, alors le ciel, on va dire, c'est quelque chose qui a...
marqué un petit peu ma famille. Quand je dis le ciel, c'est que, en fait, quand j'étais petit, on m'avait raconté que mon grand-père avait fait une rencontre, donc là, on va parler d'OVNI, hein, mais avait fait une rencontre du troisième type. Donc c'est quelque chose de très sérieux, hein, parce qu'il y a eu des procès-verbaux, son histoire a été racontée dans un livre. Euh, et donc là, comment dire, très petit, j'ai eu une ouverture en fait sur la vie dans l'univers, et une conscience, on va dire, voilà, il n'y a pas que la Terre. Il y a aussi d'autres sphères. Et donc, voilà, c'est comme si je voyais plus loin grâce à cette histoire qu'il y a eu dans ma famille. Oui, effectivement, ben, en 1971, un soir où il rentrait de son travail, hein, c'était en Saône-et-Loire, donc il est rentré, c'était assez tard, c'était la nuit, ça devait être minuit, 1 heure du matin. Et effectivement, il était en voiture et sa voiture a commencé à ralentir. Et Le cas classique. le cas Oui. classique, et Mm. il s'est aperçu que dans le champ, il y avait ben, une soucoupe volante, mais qu'il y avait aussi des petits êtres. Il y en avait plus d'une dizaine, dont certains qui étaient en train d'essayer de chercher des choses par terre. Il y avait de la neige, je tiens à préciser, parce qu'en fait, il est resté des traces de tout ça. Les gendarmes, quand ils sont venus, effectivement, ont constaté qu'il y avait un cercle fondu dans la neige, ce qui était À l'endroit normal. où il avait localisé Voilà, ce couple, quoi. Mm. avec des traces de pas, De pas, d'accord. Ouais. qui étaient étranges. Mm. Et donc, voilà, donc moi j'ai baigné un petit peu dans cette histoire, et il les a vus de très près en plus, hein, puisque Et la petite voiture, question, il les a vus à 1 mètre. les ufonautes avec quelle apparence? Juste par Eh ben, curiosité. en fait, c'est le cas classique, on va dire Petit Roswell, gris. Mm. mais ils n'étaient pas petits, ils étaient plus grands que ceux qu'on connaît, D'accord. Ok. voilà, de cette apparence-là. Mhm. Ok. Voilà. Et donc, c'est Et, ce qui t'a mis la tête dans les étoiles, comment? oui, oui, oui. Puis, partant en vacances avec mes parents qui étaient enseignants, ben, il nous arrivait avec mon frère de dormir à la Belle Étoile quand on partait en camping. Et moi, je scrutais le ciel pour l'observer, voir si je pouvais moi aussi voir quelque chose. Et je me souviens d'une chose, par contre, c'était très intense, c'est que le ciel, quand je le regardais, j'avais l'impression qu'il était vivant. Et ça m'avait vraiment touché. Mhm. Il faut savoir aussi que dans ma famille, toujours du côté de mon grand-père, on est plusieurs en fait à avoir fait des rencontres, enfin des rencontres, à avoir vu des ovnis. Donc il y a eu ma tante la fille justement de mon grand-père, là, a vécu ce phénomène qui a été dans le ciel, je crois que c'était le 5 novembre 1990, où il y a eu une vague d'ovnis qui a traversé la France, qui est allée jusqu'en Belgique. Et elle racontait que un vaisseau était passé effectivement au-dessus du village aussi où habitait mon grand-père, et que c'était énorme, c'était gros comme un terrain de football, et que ça faisait pas de bruit. Et c'est, Les fameux triangles. alors je sais plus si c'est des triangles, Parce que je crois que oui, je crois que c'est ce qu'on a ça. appelé la vague belge en 90, Il hein, me c'était semble que des c'était énormes ça. triangles avec Ouais. enfin, trois grosses Ouais. lumières à Trois chaque grosses lumières. extrémité et un gros cercle rouge en plein centre. Ouais. Voilà. Mais ce qu'elle racontait, c'est que c'était énorme, c'était gros comme un terrain de football, et ça faisait pas de bruit. Mm. En Ces deux sustentation. enfants, ces deux enfants à ma tante, eux aussi, plus tard, ont vu des ovnis. Donc, mes deux cousins ont vu, ils étaient à la pêche, et d'un seul coup, ils ont vu un cigare passer à toute vitesse, et Mm. disparaître d'un seul coup. Ma mère aussi a vu une boule lumineuse, rouge, monter d'une colline et disparaître d'un seul coup. Ah oui, et donc dans ta famille, en fait, ils ont vu voilà, tous les entre Bah, de ce le côté-là, triangle, le cigare, les boules lumineuses, tout le monde y est du côté passé. de ma mère, on est une famille à ovni, y compris moi, qui ai vu un ovni en 2018, qui est sorti d'un nuage, qui était une boule aussi translucide, qui devait faire, je pense, 5-6 mètres de diamètre. Et ça a duré pas très longtemps, en fait, 10-15 secondes, je pense, maximum. C'est sorti du nuage
Et j'étais très étonné. Parce que moi, je sais quand bon, j'ai fait du parapente étant plus jeune, je sais ce que c'est qu'un deltaplane, un avion, Oui, tous les un types parapente. d'objets volants identifiés, tu sais ce que Voilà, c'est. c'était pas ça. Mm. C'était une boule. Donc moi aussi, j'ai aussi vécu ça. Donc voilà, pour C'est moi, ce là, qui est un c'est pas petit uniquement peu sur la Terre, c'est aussi plus loin, plus c'est dans loin l'univers. dans les étoiles. Ouais, 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 Voilà, ok. déjà, je suis conscient en fait qu'on vit dans quelque chose qui est bien plus grand que ce qu'on pense. Et regarder les étoiles, pour moi, c'est un spectacle grandiose et ça paraît normal. Mm. Je Et c'est regarde vrai. le ciel comme ça, comme un enfant. Et tu faisais référence justement à Georges Vermar, Oui, feu Georges Vermar, hein, donc qui lui avait commencé aussi à explorer un petit peu tout ça oui. en parallèle de ses recherches et trouvailles sur l'Égypte. Donc je dirais que c'est un petit peu aussi ce qui t'a poussé à aller creuser le sujet. Oui, mais ça fait suite après la révélation des pyramides, effectivement. Plus tard, j'ai connu en fait les travaux de Georges Vermar. Et puis là, en fait, Georges Vermar, je l'ai beaucoup étudié pendant 2 ans. Bon, il y a des choses que je comprenais pas forcément. J'étais pas d'accord non plus avec tout, hein, il faut le savoir. Mais il a fait des découvertes extraordinaires. Il a vraiment, Georges Vermar. C'est ma référence. Et pour moi, je le dis souvent, je suis un enfant de Wehrmacht. Et c'est vraiment lui qui a façonné ma manière d'essayer d'aller chercher les choses. D'un point de vue mathématique, géométrique, ça m'a affûté, on va dire, à aller chercher les choses. Et en 2016, en fait, je- un soir, je partais au travail, c'était assez tôt, ça devait être 4 heures du matin parce que je partais loin. Et en 2016, au début de l'année, je crois que c'était de janvier à mars, il y a eu un alignement planétaire. Et cet alignement planétaire, on pouvait le voir que très tard, justement, à peu près aux heures où j'étais parti ce jour-là. Et je me suis dit, bah, je vais l'observer. Je m'étais arrêté, j'ai regardé le ciel et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un alignement planétaire. Et ça m'avait vraiment ému. Et d'une manière très étrange, mais pendant cette période qui a duré, je crois, 2 mois d'alignement planétaire, bah, je me suis mis à beaucoup observer le ciel et, et j'ai fait une découverte que je n'ai pas exposée dans le livre parce que ça sera dans le livre d'après. J'ai fait une découverte qui me semble importante et de là, tout s'est enclenché. Pendant Oui. 1 an, j'ai tiré des lignes dans le ciel. Ouais, ouais, voilà. Alors, j'ai invité beaucoup de personnes sur Horus. Je les appelais des tireurs de ligne, mais on reste sur la Terre. Ah, voilà. Et là, toi, tu es un tireur de ligne dans le ciel, enfin, Ouais, dans l'espace. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé passionnant. Voilà. Parce que voilà. même dans l'espace, on se rend compte qu'il y a des choses Et donc, extraordinaires. je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des choses à découvrir. Donc, il faut étudier tout ça. Mais en 2017, en fait, là, je me suis dit, il faut quand même revenir un petit peu plus proche, revenir un petit peu proche de la Terre. Je me suis plus intéressé au système solaire. Et là, j'ai fait une découverte dans le système solaire qu'on verra tout à l'heure, un calcul d'alignement de planètes qui est pas normal, en fait. C'est pas normal. Le chaos, il peut pas faire des choses comme ça. C'est pas possible. Et cette découverte, en fait, ça a été un vrai déclic pour le système solaire. Et Oui, très oui. rapidement, j'ai commencé à, à étudier tout ça en long, en large. Alors plus tard, j'ai commencé à m'intéresser à savoir s'il y avait d'autres personnes qui faisaient des recherches. Et il y avait Quentin Leplat, notamment. Mhm, Mais il n'était pas encore dans le système solaire, il était plus sur les monuments. mhm, D'ailleurs, il est surtout sur les monuments. Donc moi, je l'ai fait aussi, hein. Je me suis intéressé aux monuments. Je travaillais sur la grande pyramide d'Égypte, de Khéops. Mais très rapidement, en fait, mes travaux géométriques, à l'inverse de beaucoup de chercheurs, moi, j'ai rajouté une dimension. C'est-à-dire que Georges Vermar,
Quentin Leplat, etc. Travaille avec la 2D. Voilà, Warcrust, travaille avec la 2D. Et toi, Mais tu travailles moi, avec la 3D. voilà, Howard, je le connaissais pas encore à cette époque-là. Mais en fait, très rapidement, je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais il me semblait logique de passer en 3D. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir, parce que tu as préparé, enfin, je t'ai demandé de préparer quelques petits slides Voilà, pour agrémenter notre conversation. Et c'est vrai que tu travailles avec le cube, avec la sphère, avec oui. Alors, je me Après, suis, on part aussi sur la 2D avec la quadrature du cercle, enfin, quelque part qui est une projection en 3D de tout alors, cela. dans la quadrature du cercle, en fait, il n'y a pas que la. Oui, c'est de la 2D, mais je fais aussi la quadrature du périmètre, des surfaces, mais aussi du volume. Mhm. Voilà. Et ces trois-là, voilà, pour moi, c'est, je pense, très important dans la logique de construction du système solaire. Ces trois cas de quadrature de cercle sont une sorte de pilier. Mhm. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la Grande Pyramide, hein. Peut-être un code majeur. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on le retrouve dans des monuments anciens, Mhm. mais pas que la Grande Pyramide. Non, pas Que que. la Mhm. Grande Pyramide. Mhm. Ouais. Ok. Bah écoute, on va peut-être pas perdre de temps. On va commencer à partager un petit peu les quelques slides que je t'ai demandé Ouais. de préparer pour voilà, rentrer un petit peu dans le détail Alors, de ouais. tes découvertes. J'explique juste quand même une chose. Effectivement, on parlait de la sphère et du cube, parce que moi, je me suis aperçu avec le total de... Bon, parce que les découvertes, j'en ai fait plein. Là. J'en ai des classeurs. Enfin, j'ai deux classeurs remplis d'écrits à la main. Donc, Oui, mais il a fallu que... j'ai comme toi, j'ai tout gardé. J'ai un, j'ai un dossier comme ça de Voilà, feuilles mais quand volantes où voilà, tu mets à plat c'est tout ce toi que la tu main, feuille découvres. Ouais, volante, ouais. on Mm. découpe des petits bouts de papier, on essaye de voir si on peut refaire les groupes. Et en fait, je me suis aperçu vraiment qu'il y avait deux choses qui ressortaient, c'est le cercle et le carré. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous rappelle aussi l'équerre et le compas, Et le compas. ce qui n'est pas anodin, qui est Mm. quelque chose de très ancien, l'équerre et le compas. Euh, et il faut aussi que j'explique que je suis, comment dire, c'est- je suis parti d'un principe alchimique qu'on appelle le solve et coagula. C'est-à-dire que pour comprendre, pour essayer de trouver des choses dans la géométrie du système solaire, je me suis dit, il y a une manière de faire. Et cette manière de faire, ça va être ce qu'on appelle le solve et le coagula, ça veut dire dissout et coagule. C'est-à-dire que je vais être amené parfois de prendre une sphère, de la dissoudre et de la retransformer. Quand je dis la dissoudre, c'est La symbolique, mais retransformer en cube. je vais la retransformer en cube. Mm. Voilà. Il va y avoir, et là, il peut y avoir des schémas, des patterns qui apparaissent, voire des constantes, voire le nombre d'or, etc. Et, et voilà. Donc, on va essayer de regarder un petit peu. Bon, j'ai mis quelques exemples. Alors, on va y aller. Forcément, je vais pas parler de tout, hein, mais Non, non, mais bah, évidemment, il va falloir qu'on donne envie aux personnes qui vont voir cette vidéo de acquérir ton livre, La révélation du système solaire. Alors, justement, alors, alors tu vas commencer ton partage et on va partir sur quelque chose. on euh, reste sur Terre pour le démarrage. voilà, on va rester sur Terre, mais alors, moi, j'ai vraiment adoré le préambule de ton livre. On part sur Paris Voilà. On et on va part sur partir Paris. d'une épée. Alors ça. Quand j'ai vu un peu les schémas et le visuel, je me suis dit, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Et ça m'a vraiment Ouais. interpellé. Et là, ça m'a donné envie de poursuivre la lecture de ton livre. Alors, on va commencer le partage. Tu nous expliques un petit peu tout ça, Cyril. Donc, en fait, il y a à peu près 6 ou 7 ans, je suis tombé sur un site internet euh, qui présentait en fait un schéma sur Paris qui m'a étonné. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que personne soit au courant de ce truc, si vraiment il existe, hein. Mais après, on verra qu'il y a des indices qui viennent nous faire comprendre que, effectivement, il y a quelque chose.
Donc à Paris, à mon sens, il y a des personnes qui ont souhaité qu'il y ait une géométrie bien particulière sur Paris qui apparaisse. Et on peut le voir en fait que d'en haut. Oui, bah ça me rappelle les travaux de François Mitterrand, par exemple, hein, qui a un petit peu perduré voilà. Oui, François Mitterrand, qui a donc fait effectivement des grands travaux, la pyramide du Louvre, la grande L'Arche, bibliothèque, la grande bibliothèque, l'Arche de la l'Arche, la Défense. grande, Mm. la grande bibliothèque de Paris. Euh, D'ailleurs, la grande bibliothèque de Paris, pour moi, hein, je crois que je te l'avais expliqué, en fait, on a quatre livres ouverts Oui, sur c'était une les espèce de rectangles. bâtiment en C'est angle. quatre Ouais. bâtiments qui Mm. ressemblent à des livres, mais en fait, François Mitterrand a absolument voulu qu'au centre, il y ait un parc. Un parc arboré, Il quoi. fallait de la verdure. Mm. Et il insistait, alors qu'on lui disait que c'était compliqué, que c'était pas possible. Mais non, il a absolument voulu faire ça. Un grand rectangle vert à l'intérieur de cette bibliothèque de Paris. Ce qui m'a fait penser, bon, après, à confirmer, moi, je ne peux pas dire c'est la vérité, mais pour moi, c'est une table qui est posée sur le ciel et avec un plateau vert, ce qui nous fait penser à la table d'émeraude de Hermès Trismégiste, hein, que Mm. les hermétistes et les alchimistes connaissent très bien. Et à mon sens, c'était ça qui était représenté, enfin, c'est ça qui est représenté. Et dans cette table, on retrouve l'adage ce qui est en haut est Tout comme ce ce qui qui est est en en bas. haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en fait une sorte de fil conducteur de mon livre et de mon prochain livre, où là, je vais vraiment montrer qu'effectivement, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, d'une manière mais très étonnante. Mais ça, on le découvrira dans le prochain livre. Oui, parce que je tiens à préciser que le livre que nous présentons aujourd'hui, c'est la partie 1 et il va y avoir la Oui, partie 2. la partie 2, si je vais au bout de ce livre, va être très étonnante et risque de surprendre. Mais c'est magnifique, en fait. Mm, mm. C'est plein de poésie et plein de bon sens et de... voilà, on verra quand ce sera fait. Donc, à Paris, je vais donc mettre le... Donc, Paris, la ville lumière. Donc, où est-ce qu'on peut trouver une épée, d'après vous? Eh Alors là, bien, on a un petit ici. zoom sur la ville de Paris. Voilà. Ici, exactement sous la tour Eiffel, on a une épée. Et donc, une épée dans la pierre, forcément, ça nous fait penser à l'Excalibur. Et à mon Complètement. sens, c'est ça qu'on a voulu essayer d'inscrire dans cette pierre à Paris, c'est l'épée Excalibur. On est en pleine quête du Graal avec le roi Arthur et Merlin. Mm, mm. Et c'est Voilà. vrai Est-ce que que vous c'est la apparemment voyez, là. cette épée? Ouais, on la voit très nettement avec le manche, avec je sais pas comment on appelle ça, sur une épée, La c'est garde. la garde, hein, c'est ça, hein, Ouais. ce qui protège la Alors, c'est pas main. de Est-ce que c'est une pareidolie, c'est-à-dire est-ce qu'on voit une forme et c'est notre imagination qui vient reconstruire quelque chose, ou est-ce que vraiment il y a une intention derrière là. Donc Mm. là, on voit la garde de l'épée, le manche, la lame qui traverse le champ de Mars Et et qui qui passe passe pile poil pile poil sous la la tour tour Eiffel. Eiffel. Mm. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que une épée sur le champ de Mars, il faut se poser la question qui est Mars? Et Bah, c'est c'est le dieu de la guerre. le dieu de Donc, la une guerre. épée sur Mm. le champ de Mars, déjà, il y a une cohérence qui arrive, puisque Mars est le dieu de la guerre. Ensuite, il faut savoir que cette épée, elle pointe devant l'école militaire. Au bout de la pointe de l'épée, vous avez l'école militaire. Et si vous repartez dans l'axe inverse, vous partez vers la défense. L'école militaire, la défense, une épée, le dieu de la guerre, Le champ Mars, de Mars. le champ de Mars.
Et on a, ce on a de la monument cohérence. mondialement connu, la Tour Eiffel, qui n'est fait que Et, de fer, quoi. et le monument le plus connu au monde, Mhm. la Tour Eiffel. Et cette épée, elle transperce la Tour Eiffel. Alors moi, je ne l'avais pas compris. Alors quand j'ai vu sur le site internet cette épée, la personne disait que, ah, parce que je suis pas le premier à l'avoir vue, on est deux, la personne disait que c'était une épée templière. Ok, ce qui est pas faux en soi, hein, je suis pas contre. Mais pour moi, très rapidement, je me suis dit, c'est Excalibur. Parce que là, on a une épée qui est inscrite dans la pierre. Et effectivement, ça nous rappelle quand même l'histoire d'Arthur avec son épée dans la pierre. Et une épée, vous voyez, c'est intéressant parce que là, elle traverse la Seine. Ça nous rappelle même le travail de l'artisan qui fabrique l'épée et qui la trempe en fait dans l'eau pour la durcir. Oui, c'est ça Bon, qui fait la trempe de la lame. la trempe de la lame. Et une épée, bah, la lame, elle est en fer, hein, on le sait. Et la tour Eiffel, elle est en fer. D'ailleurs, c'est la dame de fer. Mm. Donc il y a encore une cohérence. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Personne n'est au courant de ça, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc c'était il y a 6 ans à peu près, hein, j'ai pas de date précise, et je me suis dit, je vais mettre ça de côté. Mhm. Et finalement, bah, je l'ai mis en introduction de mon livre parce que je trouvais que c'était intéressant de révéler ça, quoi, hein, parce que il y a quelque chose à comprendre. Et en fait, on s'aperçoit que la tour Eiffel, c'est quelque chose qui a une géométrie. Il y Oui, a quatre piliers. c'est une espèce de géométrie. Enfin, la base ressemble aux bases d'une pyramide, hein, même si on part sur Bah, quatre. la tour Eiffel, c'est une pyramide. Donc la Mhm. base est carrée. Mhm. Si vous mettez ça en volume, un carré, ça devient un cube. Et, et si vous regardez la tour Eiffel de profil, on voit très facilement qu'il y a une Mhm. sphère dans un cube. Donc je peux vous le montrer Oui, au niveau de sa base, comme ceci. exactement. Hein, Ouais. parce que bon, le cube, le carré, il est au niveau des piliers ici. Mhm. Vous transformez ça en cube, voilà, on aura un cube. Et ici, vous avez une sphère qui a été intentionnellement dessinée ici. Donc en fait, la tour Eiffel, par sa base ici, on a un cube qui contient une sphère. Mhm. Donc ça, c'est intéressant parce que un cube qui contient une sphère, c'est très symbolique. Le cube, c'est le symbole de la matière. Et la sphère, c'est le symbole de l'esprit. Donc en fait, Rappelle-moi, Cyril, ouais. Gustave Eiffel était franc-maçon? Alors Gustave Eiffel, c'est pas officiel. C'est pas Il officiel. n'est pas franc-maçon. Par contre, il me semble que son père était franc-maçon. Et D'accord. en fait, il vivait dans des milieux où il côtoyait des francs-maçons. Donc, c'est des choses. J'ai vu un documentaire d'un franc-maçon sur YouTube qui dit clairement que Gustave Eiffel était franc-maçon. Mhm. Que cette tour Eiffel, elle est franc-maçonnique hein, complètement, hein, de toute Ok. manière. Il y a pas photo, hein, parce que là, je pense que tout le monde l'a compris, on est certainement dans des secrets franc-maçonniques, mais des secrets qui doivent être révélés un jour. Parce que bon, le but de tout ça, c'est de, c'est que ça donne du sens quand même au plus grand nombre un jour. Alors effectivement, c'était caché en pleine lumière, euh, ce que font souvent en fait les francs-maçons, ils cachent les choses en pleine lumière, ce qui donne d'une certaine façon, c'est montrer et cacher, c'est un petit peu, comment on dit ça? Oui, pour accréditer leur œuvre sans que les personnes ne s'en rendent compte, quoi. Mhm. Ouais, mais l'univers aussi, il est comme ça. C'est-à-dire que vous avez des polarités. Voilà, cherchez le mot, en fait. Vous avez le soleil et la lune.
On a la sphère et le cube, c'est deux polarités différentes. Il y a le chaud, le froid, Mars et Vénus. Hein, Ouais, la dualité de la notre matrice, quoi. dualité, voilà, la dualité, en fait, on la retrouve dans tout l'univers. Et donc là, on retrouve la dualité dans le montrer et le cacher. Mm, Mais on est dans une ère, je pense, où les choses commencent à être révélées, où on va quand même au plus grand nombre. On ne peut pas garder ça secret encore combien de temps. Et cette épée, elle traverse la sphère, donc sous la tour Eiffel, comme si elle allait ouvrir en fait ce cube. Et là, en fait, une épée qui transperce la matière, eh bien ça, c'est la quête alchimique. oui, Patrick Burenstanas l'explique très bien. Il faut ouvrir la... Qu'est-ce que c'est que la quête alchimique? En fait, c'est la quête de la lumière, la quête du Graal. Le Graal, c'est quoi? C'est un réceptacle de lumière. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va contenir une lumière. Une sphère qui est dans un cube, c'est une lumière qui est prisonnière de ce cube. Et il faut la libérer. C'est un petit peu comme les images archétypale qu'on a du dragon et du chevalier. Le dragon, en fait, est un animal monstrueux, mais qui contient en lui un feu, une lumière. C'est-à-dire que mhm, il a une lumière qui est prisonnière à l'intérieur de lui, la matière. Et le chevalier, qu'est-ce qu'il veut faire? Avec son épée, il veut transpercer la peau du dragon pour libérer cette lumière. mhm. Bah, c'est vrai que le Il dragon est est un petit peu le symbole des quatre éléments de la matière, hein, puisque le dragon exactement. Il peut a avoir des des ailes, donc ailes. il vole, Il il a des crache du griffes feu, pour bien il est s'agripper dans à une à la grotte tête, et est très souvent associé aussi à nager. l'eau. Voilà, donc on retrouve les quatre éléments dans Voilà. cet Le animal dragon, c'est le légendaire, symbole, quoi. Mm, c'est un symbole de la matière, mais qui contient aussi un feu, c'est-à-dire une lumière, une connaissance. Mais nous sommes aussi à cette image-là, puisque nous, on est de la matière, avec à l'intérieur, et c'est ça qu'il faut comprendre, un esprit. mhm, Voilà. Et la quête alchimique, c'est quoi? En fait, une épée, il faut le comprendre, c'est un rayon de lumière, c'est un rayon de soleil. C'est la lumière d'en haut. Et la quête alchimique, c'est quoi? C'est libérer la lumière d'en bas, celle qui est prisonnière de la matière. Et là, sur le champ de Mars, à Paris, sous la tour Eiffel, on a une épée qui vient ouvrir la matière, le cube, pour libérer, en fait, la lumière prisonnière. Et effectivement, la tour Eiffel, si cette lumière est effectivement libérée, cette lumière, elle va monter. Et en haut de la tour Eiffel, qu'est-ce qu'on a tous les soirs? On a bien une lumière qui rayonne, je crois, 60 kilomètres. mhm, Donc c'est la quête alchimique, en fait, qu'ils ont voulu dessiner dans les murs de Paris avec la tour Eiffel. mhm. Après, C'est vrai que j'étais très surpris quand j'ai commencé la lecture de ton livre et je suis tombé là-dessus. Je fais, ah, bah, ça, je ne connaissais pas. Pourtant, moi qui me suis intéressé longuement aux travaux, comme je le disais, de François Mitterrand, cette ligne qui parle de Cergy-Pontoise, hein, qui passe par la Grande Arche, etc. Mais j'avais jamais entendu parler de cette épée non, non, sous la Tour Eiffel, quoi. Ouais. c'était caché. Et je ne sais même pas si dans le milieu franc-maçon, elle est connue. Beaucoup Peut-être. sont au courant de cette Ouais, chose, quoi. je suis même pas sûr. Bon, après, moi, je suis pas franc-maçon, ça m'intéresse pas de l'être. Il y a des gens, peut-être des hauts grades, à mon sens, qui, eux, sont au courant, Mhm. à mon avis. Mais pas tous les francs-maçons. Intéressant quand même, parce que Ah Paris oui, est la ville la plus mystérieuse du monde, et c'est la ville la plus ésotérique du monde, et alchimique aussi, notamment avec complètement. la cathédrale Notre-Dame de Paris qui présente tout le grand œuvre alchimique au niveau du porche central, ce qui Mhm. explique très bien Patrick Burensteinhas. Donc là, j'ai trouvé ça intéressant de mettre ça en introduction parce qu'on a de la géométrie, on a du mystère La révélé, symbolique. Mhm. de la symbolique et on a de l'alchimie.
Donc là, on a un début de piste alchimique, parce qu'on s'apercevra en lisant le livre qu'effectivement, il y a une vraie trame alchimique dans le système solaire, ce qui est très étonnant. Alors, la sphère et le cube, je vais enchaîner, on ne va pas rester sur l'épée. Allons-y. Après, bon, il y en a qui diront que non, il n'y a pas d'épée, c'est de la pareidolie, c'est ton imagination. D'autres qui vont dire, mais oui, c'est extraordinaire, effectivement, ça paraît quand même, ça a l'air de se tenir, tout ça. Maintenant, partons en Égypte. Donc là, on revient encore à la sphère et au cube. La coudée royale égyptienne, hein, donc c'est la mesure qui a servi pour construire, par exemple, la La pyramide de Grande Pyramide. Khéops, hein, donc c'est très connu. Ben, on s'aperçoit qu'en fait, sa valeur est de 52 cm,36. En fait, on prend la valeur pi divisée par 6. Hum. 6 pour trouver ça. Donc en centimètres. 114,159 divisé par 6, on retombe sur Voilà. 52,36 Et ce cm. qu'il y a d'intéressant, c'est que grâce au mètre, cette coudée royale, en fait, elle nous, elle nous invite à comprendre qu'il y a de la géométrie euh, en information dans cette coudée royale. Et c'est quoi cette géométrie? Bah, c'est l'idée d'une sphère dans un cube. Ah, tiens, on revient à ce qu'on vient d'expliquer sur Paris. Donc, une sphère qui est dans un cube aura un volume de 52,36%, c'est-à-dire exactement la coudée royale, sauf que là, c'est des pourcentages et non des centimètres. Donc, il y a une équivalence, c'est-à-dire que la coudée royale nous montre aussi de manière implicite une géométrie, c'est-à-dire une sphère et un cube. Mhm. On passe de la 2D à la 3D, On comme j'ai passe de la expliqué 2D tout à à la l'heure, quoi. 3D. Mhm. Et là, si on continue donc avec les Égyptiens et la pyramide de Khéops notamment, on s'aperçoit que cette sphère et ce cube peut nous apporter des éléments intéressants qui peuvent faire ressortir des mesures nous montrant le système solaire. Imaginons un cube. Si vous imaginez un cube qui contient une sphère, vous prenez l'équivalent de la hauteur de la pyramide de Khéops et vous la mettez à fleur de la sphère et vous allez jusqu'au coin d'un cube. Et vous faites ça des deux côtés. Eh bien, vous allez vous apercevoir que le côté du cube va faire exactement 400,7 mètres. En millimètres, on pourrait dire 400 000 et 700 millimètres. Bon, là, on va transformer, on va décaler en fait tout ça, on va multiplier par 10 puissance 6. On va juste en fait prendre ce chiffre et le transformer en kilomètres. C'est-à-dire on déplace la virgule et on transforme ça en kilomètres. Donc en fait, le diamètre de ce cube, de cette sphère, qui est exactement le côté du cube, hein, c'est la même chose, on s'aperçoit que c'est équivalent à l'addition de tous les diamètres équatoriaux des planètes du système solaire, des 8 planètes du système solaire. Mais ce qui est intéressant, vraiment, c'est la précision. La précision, c'est 99,999%. Donc des 7 planètes principales de notre système solaire, Huit- les en huit incluant la planètes. Lune, c'est ça? Les 8 planètes. Il n'y a pas la Lune ici. Ah, il n'y a pas la Lune, ok. C'est les huit Pardon. planètes. Je ne sais pas si on arrive à voir le schéma que... Oui, ton petit... Ouais. donc Donc, en on fait, a il y a les 4 planètes géantes, mhm. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Mais vous avez aussi les 4 petites. Ici, c'est Mars, la Terre, la troisième planète, Vénus, Vénus et Mercure. Mercure. Vous additionnez toutes ces planètes au niveau de leur diamètre, on va avoir 400 697 kilomètres. Mhm. Et là, ce qui fait ressortir, grâce à la pyramide de Khéops, inscrite dans un cube qui contient une sphère, on va trouver quasiment la même valeur. Euh,
en effet miroir, quoi, en fait, hein. Mhm. C'est-à-dire que vous avez une précision. On a l'impression que cette hauteur de la pyramide de Khéops, elle a, d'une manière cachée, on essaye de nous montrer en fait des mesures dans le système solaire. Et la précision est de 1 sur 128 000, ce qui est énorme en fait, hein. Mhm. C'est, la précision, Oui, c'est je tiens à le préciser hein, par rapport à toutes les démonstrations que tu exposes dans ton livre. Tu t'es, je dirais, octroyer un degré de précision. ouais. Ouais, là, Ouais, excuse-moi l'expression, au-dessus, c'est le 99,99. soleil. C'est-à-dire que là, tu parles pas sur des précisions à 99%. Si on est sur des Non. précisions à plusieurs chiffres après la virgule. Où Ouais. vraiment, tu as voulu essayer de verrouiller tout ça en te disant, moi, je vais partir sur des précisions très, très, très poussées, Ouais, très élevé pour que très élevées. Mm. on essaye de vraiment. Il faut arriver à quelque chose qui tienne la route. Parce qu'en fait, je me suis perdu, je pense, pendant plusieurs mois, je pense 6 mois, à faire des recherches au niveau des calculs. Et j'étais dans des précisions de 1 sur 300, enfin un écart de 1 sur 300, un écart de 1 sur 1000, même un écart de 1 sur 2000, 3000. Et en fait, on trouve tout et n'importe quoi. Mm. Mais j'arrêtais pas d'écrire. J'étais là, ah ben oui, tiens, c'est en correspondance avec telle planète. Là, on trouve la racine de 2, racine de 3. Et en fait, c'était délirant, quoi. On pouvait trouver Oui, tout et donc à un moment, il a fallu que tu déplaces le curseur au niveau de la alors, précision pour te dire, là, ouais. on n'est Je plus me- au-delà du hasard, on est sur quelque chose qui parle, quoi. Voilà, je me suis dit, bon, stop, on arrête. Mm. Maintenant, on monte le curseur, effectivement. Et je me suis dit, une myriade. Une myriade, c'est 10 000. Je me suis dit, il faut monter le curseur à une précision d'un écart de 1 sur dix Sur dix mille. mille. Mm. Ça correspond, pour donner une image, si vous prenez la largeur d'un petit doigt 1 centimètre, on va dire 1 centimètre, on va dire que c'est une erreur par rapport à une distance de 100 mètres. Voilà, c'est ça la précision que j'ai souhaité avoir. Mm. 1 centimètre par rapport à une distance de 100 mètres. Tout ce qui est en dessous, je l'ai supprimé. Mm. Non, mais tu as raison, parce Oui. que, comme tu dis, on peut vite se Ah bah, perdre sinon, si on ne sinon déplace là, pas le curseur de la précision, et puis bah, là, on peut trouver tout et c'est pas deux n'importe quoi, comme tu classeurs disais, quoi. que j'aurais Ouais. eu, c'était 50 et Mm. ça partait dans du n'importe quoi. Et puis là, donc en montant à ces précisions-là, en s'imposant ces triggers, on trouve quand même des choses. Et ensuite, on arrive aussi à classer les choses dans des groupes. Mhm. Et là, je vais passer à l'image suivante. Alors là, je vais expliquer quand même. Donc, si on additionne le volume de Vénus, Mercure et la Terre, imaginez que c'est de la pâte à modeler. Vous prenez ces trois volumes, vous en faites un cube, On et les bien ce amalgame, cube on fait, aura exactement les dimensions de la Terre. La précision, vous pouvez voir, donc 12 757, alors que le diamètre équatorial de la Terre, c'est 12 756. Donc la précision, là, elle est extrême. On est à une précision de 1 sur 17 261. Ça pourrait correspondre à une précision de 1 millimètre par rapport à une distance de 17 mètres, ce qui est extrêmement précis, soit 99,99%. Alors par contre, il y a une petite subtilité, et c'est là où effectivement je me démarque un petit peu, c'est que c'est pas exactement le volume des planètes, notamment pour la Terre. Parce que la Terre, elle est aplatie au pôle. oui. C'est plus petit au pôle. Elle a un diamètre de 12 713 kilomètres au Entre le diamètre pôle. polaire et le diamètre équatorial, il y a une petite Voilà, différence. elle est un petit peu Sphère aplatie. parfaite, hein. Ouais, c'est ça. Mm. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, on est dans de la construction, il faut des choses parfaites. Et en fait,
je me suis dit, je vais prendre le diamètre équatorial et je vais imaginer une sphère parfaite qui a un diamètre égal au diamètre équatorial de la Équatorial. Terre. Ok. Pareil pour Mercure, pareil pour Vénus. Ok. Et en fait, en faisant des tests, effectivement, là, il y a des choses qui sortent, il y a des découvertes qui arrivent comme celle-là. Et avec cette subtilité, on trouve donc cette précision qui est exceptionnelle. Ça, c'est pas normal de trouver Ouais. une chose comme ça. 1 sur 17 261. Je Ouais. t'avouerai que c'est. Ce qui voudrait dire que, en fait, ce cube formé avec ces trois sphères parfaites dont les diamètres euh, équatoriaux viennent préciser donc ces trois sphères, euh, enfin pour moi, ça ne peut pas être du hasard. Donc Mhm. ça arrive une fois. Ok, on a 8 planètes. Donc il y a un certain nombre de combinaisons possibles. Mais déjà là, c'est quelque chose d'extrêmement improbable. Mais si ça arrivait une deuxième fois, là, on rentre dans la démesure. Et en cherchant, effectivement, mais ça, je ne vais pas vous le montrer, hein, les personnes découvriront en lisant le livre, ben, je l'ai trouvé une deuxième fois. Donc ce rapport entre la sphère et le cube, on le retrouve aussi dans le système solaire, dans la coudée royale égyptienne, et comme on l'a vu en introduction, à Paris. Mhm. Donc, est-ce que c'est une géométrie importante? Moi, je pense que oui. D'autant que c'est symbolique. Il y a aussi du symbole. C'est-à-dire que le cube, je répète, c'est la matière et la sphère, Et c'est la le sphère, c'est symbole de l'esprit. l'esprit. Mhm. Ça va? Mhm. Alors, je vais passer à l'image suivante. Je me suis dit, bon, on va quand même essayer de chercher d'autres choses pour voir si on peut trouver quelque chose avec cette Terre et ce cube. Imaginons cette fois-ci qu'on prenne une sphère parfaite dont le diamètre équatorial de la Terre vient définir le côté du cube. Eh bien, la sphère, si elle est inscrite dans ce cube, tout le volume qui est en dehors de la Terre, imaginons une nouvelle fois que c'est de la pâte à modeler, on le reforme en une sphère parfaite. Eh bien, cette sphère parfaite, elle va nous indiquer le nombre d'or. En fait, c'est l'inverse du nombre d'or, hein, pour être précis. Avec une précision, là, on monte encore plus haut, de 1 sur 70 000. Donc ça, c'est la même chose, c'est exceptionnel. Mais je rappelle qu'on parle de notre planète, hein, nous habitons dessus. Mhm. Pas mal quand même. Ouais, oui. Donc là, les choses s'enchaînent. Alors, on va passer à quelque chose de différent. Juste avant, donc, j'avais commencé par parler de la coudée royale. La coudée royale, elle nous donne une information de géométrie qui est la sphère dans un cube. Mais est-ce que d'autres mesures peuvent nous donner de l'information? Ben ça, c'est une découverte en fait que j'ai fait en 2018 et je me suis aperçu avec des discussions avec Quentin Leplat que lui-même l'avait faite, cette découverte. Donc, on l'a chacun fait de notre côté, et ce qui est rigolo, hein, parce que les choses sortent à peu près en même temps. Mais imaginez le Soleil. Il a une circonférence. Imaginez que cette circonférence, on la donne en miles. Le miles, c'est une mesure anglaise qui est très connue, hein. Vous allez en Angleterre, aux États-Unis, les panneaux de vitesse, ils sont indiqués en miles et pas en kilomètres heure. Donc le miles, c'est équivalent à 1,609. Bon, il y a d'autres chiffres après, mais pour arrondir, 609 kilomètres. Donc si on donne la circonférence du Soleil, mais en miles, on va avoir une circonférence de 2 718 276 miles. Et bien Ce ça, qui est extrêmement proche du nombre de l'air. Mhm. exactement.
Ça, Et c'est pas là, je vous anodin. renvoie à la vidéo que j'ai fait avec Christian Cambois, qui a découvert la présence du nombre de l'air dans la Grande Pyramide. Je tiens à le préciser. Ah oui, ben moi je l'ai trouvé aussi. Alors, est-ce que c'est de la même... Bon, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais je l'ai trouvé aussi. Mm, mm. Mais le nombre de l'air, c'est, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est une constante universelle que vous pouvez trouver sur votre téléphone. Je ne sais pas si on voit, mais il y a marqué E, c'est ici. Si j'appuie dessus, Oui, sur l'option calculette scientifique, vous avez la petite voilà, lettre le E. nombre de l'air. Voilà. Donc en Et fait, la la petite circonférence flèche. du Soleil va nous donner comme information le nombre de l'air avec une précision de 99,999%. C'est pour vous donner la précision, c'est 1 sur 550 000. Mm, Donc là, on monte encore le curseur. Ce serait l'équivalent d'une distance de 5,5 km avec une marge d'erreur de l'épaisseur d'un petit doigt, on va dire d'1 centimètre. mm. Là, c'est complètement... Comment? Hein, parce que le maïs, ça a été inventé par l'homme. Et comment ça se fait? Comment ont-ils pu euh, trouver ça? Défini par l'homme en prenant certains calculs assez poussés. Voilà. Mm. Alors, maintenant, comment ont-ils pu savoir ça? Mystère. Bon, moi, j'ai des petites idées, mais c'est impressionnant. Ils seront partagés dans la partie 2. Alors, autre chose, si on prend le rayon du soleil et qu'on le divise en 7, eh bien, on va trouver un chiffre qui est égal à 100 000 divisé par phi. Phi, pour rappel, c'est le nombre d'or. On va retrouver l'inverse du nombre d'or, en fait, pour faire simple. 1/7 du rayon du soleil va mettre en valeur le nombre d'or. Pour info, parce que je ne l'ai pas noté sur le slide, le diamètre du Soleil, c'est 1 392 492 km. C'est pas la valeur officielle, je précise. Mais par contre, c'est certainement la valeur la plus précise que Quentin Leplat utilise aussi, qui a été fait il y a quelques années en observant, en fait, bon, moi je suis pas spécialiste de ça, mais en observant les éclipses, en fait, et c'est soi-disant plus précis. Ok. Donc, voilà. On peut retrouver aussi ce rapport-là, on peut en déduire ce rapport-là, le nombre pi, hein, qui est une constante universelle, divisé par le nombre de l'air, qui est une constante universelle, multiplié par 1,4, mais en fait, ça, j'aurais pu le mettre en fraction, c'est-à-dire c'est 7 cinquièmes. Hein, les chercheurs alternatifs, ils connaissent, c'est plus une fraction. Multiplié donc par 7 cinquièmes on trouvera en fait le nombre d'or, phi. Donc là, on a vraiment plein de choses concaténées. C'est le nombre pi, le nombre e, le nombre phi, la circonférence de l'astre de notre système solaire, tout ça Dans, concaténé ouais, dans les proportions de. dans les proportions en fait Ouais, ouais. de l'astre, ce qui est incroyable. Alors passons au slide suivant. La pyramide en fait de Khéops, mais là je le précise, on ne connaît pas exactement la hauteur, parce qu'en fait, il manque le sommet. Donc, la hauteur donnée, on va dire, la plus courante, c'est 280 coudées. 280 coudées, et le demi-côté de la pyramide, c'est 220 coudées. Donc, si vous faites ce rapport de 280 coudées par les 220 coudées du petit côté, c'est égal en fait à 22 septièmes. Donc 22 septièmes, c'est le rapport de proportion entre la hauteur et le côté de la pyramide de Khéops, en fait, Mhm. qui est très connu et qui est une approximation de pi
qui est très intéressante et connue depuis très très longtemps. Donc ce chiffre, cette fraction est très connue. Mais 22 septième. Ouais. ouais, ce qui est étrange, c'est que si vous la mettez, si vous mettez cette fraction en puissance phi, c'est-à-dire le nombre d'or, eh bien, vous allez trouver en fait le rayon de la Terre. Il suffit juste en fait de multiplier par 1000, c'est-à-dire de décaler la virgule de 3 rangs, et en fait vous avez le rayon de la Terre avec une précision excellente puisque c'est Ouais, 1/76 000. ouais. Là, on est Donc vraiment. c'est tout simple. Mm. Le rapport le rapport de la hauteur et le côté de la pyramide, c'est 22 septièmes. Vous mettez puissance phi, vous avez le rayon de la Terre qui va ressortir. Alors, c'est le rayon équatorial, hein, je tiens à préciser. Équatorial, on est d'accord. Ok. Donc ça, c'est très étonnant aussi. Bon, je vais pas dire que c'est quelque chose qui a été pensé et voulu, mais il n'empêche que ça nous pose interrogation, notamment par rapport à la précision. Et quand on sait tout ce qui a été trouvé au niveau des mesures dans la pyramide de Khéops, euh, pour beaucoup de chercheurs, c'est même plus étonnant, quoi. Non, non, moi je suis On plus se dit, étonné hein, par rapport à ce que tu me présentes là. Moi je suis plus étonné, hein. ouais, on se dit une de plus, quoi. Une de plus, exactement. Mm. C'est une Donc, donc la sacrée pyramide construction, hein, cette grande pyramide, parce que on se dit là, ils ont réussi à inscrire dans les proportions de cet édifice des constantes mathématiques, mais il y en a enfin, dans tous les coins, quoi. il y en a partout. Il y en a partout, quoi. À mon sens, bon, après, voilà, je peux pas assurer de dire que c'est la vérité, mais à mon sens, c'est pas humain. C'est pas possible. C'est C'est ce que je me impossible. suis dit la Il y a première fois que je trop me suis retrouvé d'informations. face à cette grande pyramide. Je me suis dit, c'est pas humain ce truc-là. C'est pas Donc, humain. tu confirmes mes pensées. Après, il y a des hypothèses, hein, bien entendu, qui paraissent farfelues pour certains. Bon, le temps fera son œuvre, mais Mm, mm. j'en fais partie. Je pense que la pyramide de Khéops, à l'époque, ils ont été aidés. Ils ont été aidés par les frères de Oui, l'espace, tout parce que quand on voit simplement. le cahier des charges, on se dit, voilà, un cahier des charges sur un Impossible. papyrus, c'est compliqué. C'est pas Le cahier possible. des charges est tellement impressionnant qu'on se dit, bon, c'est C'est pas limite, il possible. fallait un super PC quoi, pour concevoir tout ça, quoi. Mm. La pyramide de Khéops, bah, comme disait Georges Vermar, hein, c'est un ordinateur minéral, hein. Ouais, C'est c'est un ordinateur de pierre, exactement. un ordinateur de pierre. Mm. Les humains, à cette époque-là, ne pouvaient pas concevoir des choses comme ça. Donc, il faut se poser des questions. On est quand même à une époque. Bon, moi, je me pose pas de questions par rapport à ça, puisque dans ma famille, enfin, vous l'avez compris, la pluralité des mondes, est une évidence, Mm. on est beaucoup à l'avoir, vécu. Mm. Mais il faut se poser des questions. On a une époque tellement reculée que on sait très bien que c'est impossible pour eux d'avoir fait ça. Donc, qui a pu faire ça? Alors, soit une ancienne civilisation qui a périclité et Peut-être. il y avait un savoir extraordinaire, soit, comme tu le dis, on est vraiment sur, au niveau chronologique de cette construction, il y a 2500 avant Jésus-Christ, mais il y a une aide exogène. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, voilà, je suis pas scientifique, je peux pas l'affirmer, mais pour moi, c'est une évidence. Ça ne peut pas être autrement. Comme beaucoup de sites, d'ailleurs, la pyramide est-ce qu'on retrouve des pyramides dans la nature? Au sens, non, quoi. Hein. C'est une forme qui a été apportée par les frères de l'espace. C'est une onde de forme matérialisée, la pyramide de Hein. Khéops, Hein. qui a des fonctions. Ah oui, mais ce qui est compliqué je dirais, à assimiler par rapport à des personnes qui verront notre vidéo.
On est entre l'archéologie, hein, d'anciennes civilisations, etc. Et on mélange ça avec un côté exogène. C'est difficilement perceptible, je dirais, Pour le moment, oui. pour le moment. Mhm. Voilà, le temps fera son œuvre. Mhm. Bon, maintenant, on s'aperçoit que certains pays déclassifient les dossiers OVNI. Ça avance, ça avance. Mhm. Ça avance, mais en même temps, on nous englue dans un contexte anxiogène, surtout en ce moment, hein. Là, on enregistre cette vidéo début septembre de l'année 2025, et je dirais que nous, en France, c'est rock'n'roll. Ouais, mais ce contexte anxiogène, des fois, je me demande si c'est pas voulu par certains, parce que quand le corps humain stresse, il génère du cortisol, et le cortisol va bloquer, on va dire, la créativité, va bloquer la réflexion. L'imagination, la La réflexion. réflexion. Donc, effectivement, on s'englue, comme tu dis. C'est pour ça, moi, j'évite de regarder en La boucle télé. Éteignez la, la télé. Ne la regardez plus télé, BFM les TV, informations, parce CI, que tout ça. Bah oui, parce que là, je on veux rentre plus dans un être, mécanisme. voilà, je veux plus être Et, impacté, hum, stressé, hum, stressé pour tout et n'importe quoi. Bon, il y a des choses très sérieuses, hein, la guerre, là, forcément. Ça nous fait stresser. Mais bon, après, les petits bobos des uns et des autres à l'autre bout de la planète qui nous font monter en stress tout un continent. hum, Est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr. Par contre, hum. effectivement, ça va bloquer les réflexions. Hein, là, c'est des mécanismes biochimiques. Hein. On stresse, Exactement. on génère du cortisol, tout est bloqué. D'ailleurs, Voilà, on réfléchit j'espère que cette plus, on n'est plus vidéo dans vous la permettra de. créativité. Ouais, excuse-moi, j'espère que cette vidéo vous permettra de respirer spirituellement par rapport à toutes les informations qu'on peut écouter à la radio ou à la télévision. Hein, moi, je vous sors un petit peu de toutes ces informations anxiogènes et Ah, pour regarder un petit peu des informations positives, mais c'est ça voilà. aussi. Où, Mm. où les trouver, quoi? Ah bah oui, non mais en ce Euro-russe. moment, sur Russe. Ben oui. Mais ouais, il faut choisir ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Comment dire? Ce qu'on écoute et ce qu'on voit, c'est de la nourriture aussi. On Oui, l'ingère, on la oui, digère et oui. elle peut nous saisir. Il Mm, ne faut pas manger n'importe quoi. Ben là, c'est pareil. Il ne faut pas consommer de l'information n'importe comment et il ne faut mm, pas consommer n'importe quoi. mm, Il y a une hygiène en fait à avoir de ce point de vue-là que beaucoup n'ont pas et ils se perdent dans des sources de stress énormes. Et leur paradigme, c'est quoi? C'est le stress, c'est on est en guerre, Non, euh, non, mais ouais, complètement. Là, ils se détraquent. Ben oui, je vois les informations récentes. Là, on est en train de faire un blocage sur ce malheureux accident d'un funiculaire au Portugal où il y a eu 16 morts, je crois, alors que ouais, non, c'est ce que je dis, la ça va. veille, il y a eu un énorme tremblement de terre en Afghanistan où il y a plus de Voilà, 800, là, on est quasiment à plus de 1000 morts. Bon, là, voilà, c'est quand même plus important. on en parle moins, donc c'est voilà. Mais ça, ouais. Bon, l'information, mais voilà, on vit dans un monde d'information, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Mm, Mais il y a les bons côtés, parce que l'information, ça permet d'apprendre. Euh, exactement, Au jour d'aujourd'hui, voilà, tout le monde peut avoir de l'information, de la connaissance. La connaissance est mondiale maintenant. Elle exactement. est à la portée de tous. Et moi, Donc, je le répète souvent, bah, écoutez les imbéciles qui veulent rester imbéciles et voilà, juste être au top niveau de l'information, de la vie du football ou que sais-je, des choses complètement inutiles à à notre espèce. Et bah, maintenant, celui qui veut acquérir une information utile et s'élever un petit peu au niveau de sa conscience, il y a moyen avec Internet. Hein, ouais. voilà, Mais aujourd'hui, après, on c'est peut, des quoi. choix. C'est C'est des des choix. C'est décisions, hein, c'est des éteindre la décisions télé, à ouvrir prendre. Internet et aller chercher les bonnes choses qui résonnent en vous. Et ça sera beaucoup plus nourrissant pour votre âme et votre esprit
que toutes ces bêtises qu'on vous sort à longueur de journée sur les médias mainstream. Bref, on va Exactement. continuer ton développement parce que Ouais. sinon on va partir Bon dans alors, ouais, je une précise que discussion. Ça- bon, je précise que je présente des choses. J'ai écrit un livre. Évidemment, je suis pas là pour dire j'ai la vérité, j'ai tout Non, mais ça, compris. ça, C'est ça, absolument pas ça. Et mm, si des personnes viennent à penser que c'est n'importe quoi, ben voilà, moi c'est pas un souci. Ok, mm, vous y croyez pas, mm, pas de problème. mm, Passez- on passe son chemin et puis on va mm. voir d'autres informations, tout simplement. Alors, Moi, je cherche pas à dire c'est comme ça, c'est comme ça. mm, Ça va intéresser des gens, ça n'en intéressera pas d'autres. Maintenant, c'est vrai, il faut mettre un petit peu le nez dedans. Allez, slide suivant. Maintenant, pour montrer des choses simples, dans le système solaire, vous avez quatre planètes géantes et quatre planètes telluriques, beaucoup plus petites. mhm. Intéressons-nous aux planètes géantes. Si vous prenez le diamètre de Jupiter plus le diamètre de Saturne, vous les additionnez et vous divisez ça par le diamètre des deux plus petites planètes, et bien là, vous allez trouver le nombre d'or au carré. Précision 99,99%. Donc là, c'est brut d'information. La pyramide de Khéops, on revient à ce monument. Si vous imaginez que la base de la pyramide de Khéops, c'est le diamètre polaire de la Terre, alors la hauteur va nous indiquer précisément le centre de la Lune, ici. La précision, 99,99%. Ça, je l'avais vu passer avec Georges Vermar. Alors, Georges Vermar, en fait, effectivement, mais c'est pas lui qui est à l'origine de ça, hein. Non, Ok, c'est mm, John Michel qui d'accord. est le premier à avoir découvert ces relations. Mais ma particularité, c'est que moi, je prends le diamètre polaire de la Terre, ce que ne fait pas Georges Vermar ou d'autres chercheurs alternatifs. Mais moi, je pense qu'il faut prendre le diamètre polaire de la Terre et ça va nous donner le diamètre équatorial, cette fois-ci, moyen, pardon, de la Lune. Mais pour moi, ça a du sens parce que le diamètre polaire de la Terre, ça indique l'axe de rotation de la Terre. Et ça, c'est une sorte de colonne vertébrale, c'est un principe masculin. Tandis que indiquer le diamètre moyen pour la Lune, là, on va désindividualiser les extrêmes pour se concentrer sur le centre. Et ça, c'est un principe féminin. Le masculin, le féminin, la polarité universelle. Pour moi, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire. Alors, cette slide, elle est exceptionnelle parce que là, on va se caler sur un monument qui est beaucoup plus ancien encore que la Oui, pyramide de Khéops. et là, on a partagé des choses ensemble et ça t'a fait rebondir sur quelque Ah chose oui, oui. intéressant. Mm. Voilà. Et donc, moi, j'avais trouvé ça en 2019. C'est le site de Stonehenge. Vous avez le Edge ici qui est un Alors, fossé en c'est fait, un fossé qui entoure vraiment qui le site, entoure en c'est ça? fait Mm. le cercle de pierre de Stonehenge. Mhm, En fait, si vous imaginez que c'est le diamètre de la Terre, le Edge, eh bien, en mhm. fait, le cercle de pierre, ce Qui est sera la réalisé par Lune, les monolithes, réalisé par les exactement monolithes. aux proportions de la Lune. Ouais. Mm. Voilà, ce sera la Lune. Donc Et je là, t'avais précisé que moi, quand j'ai commencé à me pencher un petit peu sur tout, parce que j'ai fait un focus au début de mes recherches sur la Grande Pyramide et l'eau, et je me suis dit, je vais regarder sur les autres monuments sacrés de la planète s'il n'y a pas la présence de l'eau. Et je m'étais intéressé à Stonehenge, et j'avais lu des conclusions voilà, d'archéologues qui expliquaient que ce fossé, à il pouvait y l'origine, avoir de l'eau dans le fossé. était rempli d'eau. Exactement. Et donc là, sur cette slide, c'est complètement cohérent parce qu'en fait, c'est la planète bleue, hein, c'est la planète de l'eau. Et oui. Et on la retrouverait effectivement dans le Henge. Donc c'est cohérent, en fait. Mhm. Donc voilà, le site de Stonehenge, bah, c'est un réceptacle de lumière, en fait, le cercle de pierre, puisqu'il représente la Lune. Et donc la Lune, c'est la lumière de la Lune.
c'est un réceptacle. Pour moi, c'est une sorte de Graal, hein, parce que le Graal, c'est un réceptacle de la lumière. Le site de Stonehenge, pour moi, c'est ça. C'est le Graal. Il reçoit la lumière de la Lune. Et cette slide, je voulais vraiment la montrer parce qu'elle est importante. C'est vraiment celle qui m'a fait basculer dans le système solaire, dans le fait qu'il fallait que je fasse des recherches. C'est que quand on additionne les quatre planètes telluriques qui correspondent aux quatre petites planètes, hein, je ne parle pas des planètes géantes, eh bien, vous allez avoir une distance de 36 000, je ne l'ai pas noté, hein, 36 531 kilomètres. D'ailleurs, ça fait une sorte de petite référence à l'année terrestre de 365 jours. Exact. Mais surtout, si vous rajoutez le diamètre équatorial de la Lune, hein, tout ça, c'est les diamètres équatoriaux, hein. Ouais, donc Vous allez Mercure, avoir, Mars, Vénus, Terre, tu as pris voilà, les diamètres on inclut, équatoriaux de ces quatre planètes telluriques. Ouais. voilà, imaginez, vous prenez cette petite ligne, vous en faites un cercle, eh bien, on s'aperçoit que c'est exactement, Exactement. La et circonférence. moi, j'étais vraiment scotché, la circonférence terrestre Hmm. à 10 mètres près. À 10 mètres Imaginez près. 10 Sur mètres près. 5 planètes, quoi. Enfin, sur 5. On prend Un satellite, 4 planètes, quoi. Ouais. Hmm. quatre astres, les quatre planètes telluriques, ce qui est très, enfin, c'est pas rien, quoi. C'est les quatre planètes telluriques, c'est pas un mélange. Là, c'est vraiment les Hmm, quatre hmm. telluriques, plus la Lune, qui est le partenaire de la Terre. Eh bien, vous trouvez une précision à 10 mètres près de la À 10 mètres près. circonférence méridionale terrestre. Hmm. Pour vous donner une idée, et là, c'est vraiment ça qui doit déclencher les choses dans la réflexion, c'est que la marge d'erreur, elle est équivalente à l'épaisseur d'un ongle, 1 millimètre, par rapport à une distance de 4 kilomètres. Ouais. Là, on est dans la démesure. Le hasard ne peut pas faire des choses comme ça. Hmm. C'est pas possible. Et ça, c'est vraiment... Quand j'ai présenté cette slide à quelqu'un que je connais, il m'a dit, mais ça sert à quoi? Et déjà, je lui ai dit, mais émerveille-toi de la précision de tout ça. Ça sert à nous transformer, en fait, tout ça. Hmm. Donc là, je reviens sur le schéma de Khéops qu'on a vu tout à l'heure. Je voulais préciser une chose, c'est que moi, pour calculer la hauteur de Khéops, je prends la valeur non pas de 280 coudées ici, mais de 280,11 et des poussières parce que je la calcule avec la quadrature de cercle exacte. Vous prenez la base de Khéops, qui est un carré, vous le transformez en cercle, eh bien le rayon de ce cercle, ce sera exactement cette distance-là, et ça va venir nous montrer le centre de la Lune. Ça, c'est ma petite particularité. Je pense que la quadrature de cercle est vraiment le pattern de la pyramide de Khéops. Euh, et pourquoi je dis ça? Parce que le système solaire va nous le montrer. Et en plus, la pyramide de Khéops nous le remontre une deuxième fois ici. Si vous prenez le carré qui englobe la hauteur de la pyramide de Khéops, vous le transformez en cercle, ce qu'on appelle la quadrature de cercle, de même distance, eh bien, le petit écart ici va être exactement en millimètres, hein. Mais ces millimètres, on va les transformer en kilomètres. On va juste décaler la virgule. Exactement la circonférence terrestre équatoriale, avec Équatoriale. une précision, on monte à 1 sur 342 000. Oui. Je Donc pense là, vraiment que le curseur, à un moment, il bute. c'est Tu juste dois pour monter dire, au-dessus, quoi. et j'en parlais avec Quentin Leplat, je lui disais la quadrature de cercle est vraiment le pattern de Ouais. la pyramide de Khéops. Lui, il préférait prendre la hauteur de 280 coudées, mais voilà, je lui ai montré ce slide, je lui ai dit, regarde, là, on retrouve, il y a ça, et on retrouve la quadrature de cercle dans la pyramide de Képhren, et lui-même l'a trouvé, d'après ce que j'ai compris, dans la pyramide de Mykérinos et dans la chambre de la pyramide de Képhren. Mm. C'est un pattern. Et pourquoi ce pattern est important? Parce qu'on le retrouve dans le ciel. Si vous prenez la Terre, vous la mettez dans un carré, vous transformez ce carré en cercle, eh bien, la distance ici, qui est l'écart entre le carré et le cercle, si Mhm. vous en faites un cercle, un autre cercle, ça va nous donner exactement la même mesure
que le Le noyau noyau. terrestre, hein, la mesure est donnée par la NASA, hein, que le noyau terrestre. Mm. Ici, c'est le même rayon. C'est extraordinaire, ça. Je vais finir par Ouais. celle-là, parce que là, on rentre vraiment dans ce que je pense Dans être le- dans des choses où là, on rentre dans la démesure et c'est très important. Imaginez que la Terre et Vénus soient additionnées dans leur diamètre Mhm. et mis dans un carré. Vous transformez ce carré en cercle de même Par rapport à périmètre, la quadrature du la cercle. Ouais. quadrature de cercle. Qui va nous La rester. petite sphère qu'on trouve ici, elle fait 6 792 kilomètres. C'est exactement Mars. Et Mars. cette quadrature de cercle, elle va s'enchaîner. Bah, toi, je pense que tu l'as vu dans le livre, Mhm. à des... A des relations alchimiques et symboliques très fortes. Ouais. Et on va rentrer dans des relations symboliques très fortes et dans... Non, je peux pas tout dire. Parce qu'en fait, c'est quand même truffé de surprises, mais c'est juste pour vous dire que effectivement, il y a des choses qui sont construites là-haut. À mon sens, ça a été pensé. Est-ce que c'est la nature qui, par empirisme, fait des choses comme ça? Moi, je pense pas. Mhm. Parce que les patterns sont récurrentes et significatives. Et en plus, on rentre dans du symbolisme quand on sait ce que veut dire la quadrature de cercle. C'est l'équilibre entre la matière et l'esprit, puisque on retrouve un périmètre qui est égal à la circonférence. Mais on peut le faire aussi avec les surfaces et les volumes. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le sens. Mhm. Alors, C'est bien de trouver justement, des choses, mais il faut aussi donner du sens. Et c'est ce que j'essaye d'apporter dans le ouais, livre que j'ai écrit. Montrer des relations, de la géométrie, des mathématiques, ok, mais ça veut dire quoi tout ça? c'est ça. Je voulais conclure cette entrevue que j'ai avec toi, Cyril, sur la conclusion que tu donnes dans ton livre, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes sur ma chaîne qui me présentent des découvertes qu'ils font, des rapports géométriques, mathématiques, des tireurs de lignes sur des monuments sacrés de notre planète, etc. Et moi, très souvent, Ouais. j'essaye de me faire l'avocat du diable, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié à la fin de ton livre, c'est que tu fais une conclusion et tu donnes un sens à tout ça. Alors, on glisse dans le symbolisme et l'alchimie, mais j'ai trouvé ta Symbolisme, conclusion très l'alchimie, intéressante. Est-ce que tu peux la nous tradition donner primordiale. un aperçu de cette conclusion sans tout dévoiler? Parce que on va pas révéler tout ce qu'il y a. C'est une révélation. On va pas tout révéler aujourd'hui. Mais la quintessence que tu tires de toute cette recherche. Alors, Très, euh, donc très rapidement, tu l'as compris, tirer des lignes sur la Terre, je suis passé très vite en fait dans le ciel. Parce que pour moi, très rapidement, j'ai compris que les monuments, c'était des panneaux indicateurs qui nous disent, pas que, hein, il y a plein d'autres choses, mais ils n'arrêtent pas de nous dire, allez voir là-haut, allez dans le ciel, allez voir là-haut, il y a quelque chose à Lever les yeux. comprendre. Mhm. Levez les yeux. Parce que, en fait, quand vous allez comprendre qu'il y a une harmonie, effectivement, dans le système solaire, déjà, ça va agrandir notre conscience, on va se sentir dans un monde plus grand. On va, se- on cette harmonie, si vous arrivez à la ressentir, à la comprendre, si vous arrivez à valider ça, ça peut aussi apporter de l'harmonie en vous. C'est le but. Mais en fait, je pense qu'on arrive à une époque de révélation. Euh, Ce livre, je ne sais pas si tu l'as compris, décrit quand même une trame alchimique qui arrive, il y a une montée en puissance, qui arrive à une conclusion qui doit nous ouvrir en fait l'esprit. Euh, Sans tout dévoiler, le but de ces monuments est de nous faire comprendre qu'on est non seulement un corps, mais aussi un esprit. On est dans un monde matérialiste où on est devenu amnésique. Souvent, les religions
sont mal vus par beaucoup parce que ben, il y a des dogmes, ça a été un petit peu euh, manipulé par les humains. On n'est pas dans de la spiritualité. Mais le jour où on va comprendre qu'on est non seulement un corps, mais aussi un esprit, on va pouvoir transmuter quelque chose dans notre monde. On va pouvoir se transformer parce qu'en fait, on habite, on s'en rend pas compte, mais on habite dans quelque chose qui, à mon sens, est construit. C'est comme si on était dans un tableau, on est dans une œuvre d'art, dans une matrice. Dans un gigantesque parc d'attractions, je dirais. Oui. Et la Qui a été Lune, construit. Qui a été on est construit. dans une matrice qui est construite, qui, à mon sens, est pensée. Et Et qui est un réceptacle à notre expérience, en fait. exactement. Mm. Et une des clés qui était sous nos yeux depuis l'aube de l'humanité, depuis très longtemps, est certainement la Lune. Oui, C'est la piste. En fait, la Lune, c'était un gros panneau indicateur qu'on avait sous les yeux, sauf qu'on ne la comprenait pas. Et on ne pouvait la comprendre qu'à notre époque. À notre époque où on a l'information, on a la connaissance, on a les les médias, outils, les outils on a pour les déchiffrer outils. tout ça, quoi. Mm. Pour Et décoder tout ça. Mhm. pour décoder tout ça. Et je vais terminer quand même par une petite note un petit peu, on va dire égyptienne, mais le dieu Thoth, qui est le plus fameux des dieux égyptiens avec Osiris, c'est le dieu des mathématiques, de la géométrie, de la science, De la médecine, de la de... médecine. Souvent, il est dit que c'est lui qui est l'architecte des grandes pyramides, mais Oui, c'est un peu symbolique. Mais n'oublions pas que Thoth est le tuteur de la Lune et que ce n'est pas pour exactement. rien et que Horus, le dieu Horus, hein, que tu connais bien puisque tu as appelé ta chaîne Horus, a un œil qui est solaire et l'autre œil qui est lunaire. Lunaire, On l'appelle l'Ujat, l'œil d'Horus. exactement. Voilà, Horus qui est le faucon. Et le faucon, c'est l'animal en fait qui peut regarder le soleil en face sans détourner la tête. Sans se brûler les yeux. Ouais. Mm. Et nous, quel est l'astre que l'on peut regarder sans se brûler? C'est la Quel est Lune. l'astre le plus visible du ciel qui était sous notre nez, qui est la clé, je pense, pour nous faire basculer dans le nouveau paradigme? C'est la Lune. Et lorsqu'on on sait que c'est une exclusivité de notre système solaire, c'est que nous, sur Terre, on peut avoir des éclipses Nous avons la lunaires chance d'avoir des équipes. parfaites. Parce C'est-à-dire que que la Lune a exactement le même diamètre que le Soleil, alors qu'ils sont hasard, éloignés pas 400 hasard, fois, enfin le Soleil est 400 fois plus éloigné que la Lune, mais la Lune est 400 voilà. fois plus petite que Et le 400 Soleil. fois plus petite. Ils ont Alors, exactement le même diamètre. des C'est une scientifiques bossent. exclusivité spatiale. On a la chance d'avoir ce Alors, il y a une chose, des phénomène. scientifiques, ils pourraient nous dire, oui, mais il y a 1 ou 2 milliards d'années, il n'y avait pas d'éclipse. Parce que la Lune, elle était plus loin ou plus proche, je sais plus. Il n'y avait pas d'éclipse. Parce qu'il faut savoir que la Lune, en fait, elle s'écarte de la Terre de 3,8 cm par an. Par an, Donc, en fait, exactement. elle s'échappe. Donc, ce Mm. qui veut dire que dans un futur lointain, il n'y aura plus d'éclipse. Mais dans un passé lointain, il n'y en avait pas non plus. Mais Donc, notre époque, notre époque est particulière. Là où l'humanité s'est développée, etc., c'est que c'est l'époque où il y a des éclipses, ce qui n'est pas anodin, parce que je pense que à l'aube de l'humanité, le fait de regarder la Lune a dû provoquer, hein, parce que ces éclipses a dû provoquer des émotions extrêmement intenses qui ont forcé, je pense, entre autres, hein, il n'y a pas que ça, mais qui ont dû forcer les humains à se poser des questions. Donc, cette lune, elle est très importante par le passé, mais aussi pour notre futur.
je vous renvoie, hein, moi je suis un fan je suis un Ouais, ben Tintinophile. moi aussi, je sais, j'adore ta déco Entre derrière On a aussi. marché sur la Lune et aussi Ah, cet album, je me rappelle plus le titre de l'album où Tintin profite d'une éclipse solaire ouais, pour se libérer de... ouais. Voilà. Mais Donc, pour terminer, je pense que en fait, on a, pour faire un petit peu référence à la conclusion, on est à une époque où on stresse de partout, on va mourir à cause des guerres, de l'écologie, euh, des virus, des... des virus, le Covid, on est mangé de partout. Euh, mais en fait, moi, je pense qu'on est à une époque maintenant là. C'est une époque charnière. Et C'est l'époque pour charnière moi, qui je l'ai toujours bascule. dit, la France a un rôle Et extrêmement important à jouer dans le monde. D'ailleurs, je on voulais l'a dire, prouvé ouais, il y a plus de 200 ans de ça, 1789, hein, avec la Révolution française qui a un petit peu jalonné toutes les lois de l'humanité depuis 200 ans. Et aujourd'hui, on a une époque, nous sommes à une époque charnière. c'est La l'époque France a charnière. un rôle très important à jouer. Et l'Apocalypse, ça veut dire révélation Ça veut avant dire tout. révélation, Donc apocalypse. peut-être que les révélations les plus importantes et les plus essentielles pour l'humanité se jouent actuellement en France. Et en toute modestie, j'espère Et avoir accueilli des personnes sur ma chaîne qui contribuent à cette révélation. voilà. Et tu en fais partie, Cyril. Ben, je pense que le merveilleux est une autre voie pour arriver à changer de paradigme, mais pas forcément finir dans un cataclysme apocalyptique. De- le merveilleux peut aussi nous faire basculer dans le nouveau paradigme qui arrive, c'est certain. Et n'oublions pas que nous sommes une âme incorporée dans un véhicule terrestre Exact. pour Bah, vivre une expérience. C'est le plus exactement. important. Et lorsque les personnes vont assimiler ça et comprendre ça, mais parfois c'est pas simple parce que ça chamboule toute la vie. Voilà. Eh bien, Yoda, nous sommes des êtres illuminés, pas exactement. de la simple matière brute. J'adore cette phrase de Yoda. Mm, Euh, Elle veut tout dire. mm. Nous sommes des parcelles divines Voilà. et chacun a son rôle à jouer. Mm, Voilà. Et je pense que par rapport à l'épée, qui est, parce qu'on est dans la quête du Graal hein, avec cette épée, chaque humain sur cette planète a en lui un atome de cette épée. Et il peut soit la réveiller, soit la laisser dormir. Mais cette épée, elle veut dire quoi? Réveillez-vous, vous avez aussi un esprit, nous ne sommes pas qu'un corps. mm. C'est là toute la quête du Graal, hein, Exactement. la quête de la lumière. Merci pour ces belles paroles, À Cyril. nous de la réveiller et de ne pas Exactement. la laisser s'endormir. Et bah, tu contribues à réveiller cette épée que nous avons tous en nous. Un grand merci, Cyril. Ben, merci à toi hein, Je pour suis une content première. d'avoir repris mon activité en cette rentrée de septembre en ta compagnie. Voilà, tu es un très bel intervenant. Et puis bah, j'attends la partie 2 avec impatience, hein. Ouais, ben, j'espère l'an prochain. Et bah écoute, tu seras très bienvenu sur Horus pour nous parler de cette seconde partie. Eh ben, c'est parfait. Déjà, la Vous première écrit. partie a des coiffes, hein. Moi, je vous conseille hein, vivement d'acheter ce livre. Voilà, la révélation du système solaire. Euh, C'est rempli de surprises. et pourtant, il n'est pas très épais, hein, ton livre, hein. Il fait 100, Non. 125, 130 pages, je crois. Mais Ouais. c'est un condensé de découvertes Parce et que de je parle vraiment de choses. beaucoup de choses, y compris de Ex- psychologie. Je parle de. Exactement, exactement. Ouais. Et parce que plus on va loin dans l'espace, et je vais terminer par là, plus on veut voir loin dans l'espace, plus on doit aller loin à l'intérieur de soi. Et il faut essayer, parce que les clés, elles sont là, elles sont à l'intérieur de nous, il faut aller chercher à l'intérieur de nous, dans notre lumière, mais aussi dans nos ombres. Et plus on va loin à l'intérieur de nous, plus on pourra aller loin aussi. Mm. Visite l'intérieur de la Terre et entre Visite dans l'intérieur, Vitriol, visite l'intérieur de Vitriol. la Terre
Et en creusant, tu Et- découvriras la pierre. Exactement. Exactement. On est en pleine alchimie parce que je pense que la clé, elle est là, hein. On parle du Mm, système solaire, mais moi, je veux quand même faire comprendre que c'est chaque humain qui va faire changer les choses. mm. Et pour ça, il faut qu'il se change, lui. Et il faut qu'il se révèle. Il faut qu'il se révèle, il faut qu'il comprenne des choses et qu'il se change, lui. Et il y a des clés de compréhension psychologique très importantes, Oui, oui. même si elles paraissent anodines. Carl Gustav Jung a vraiment fait un travail énorme qui doit nous servir à notre époque. La Pour libération ne guérir. viendra pas de l'extérieur, elle vient de Elle l'intérieur de viendra de soi. nous, Mm, hein. C'est ce que je voulais. exactement. N'attendez pas qu'on vienne taper à votre porte. Je viens te libérer. La libération, elle se fait intérieurement Voilà. et personnellement. Mm. Un grand merci, Cyril, Ben, de merci à nous toi, avoir partagé Jérôme. voilà, toutes tes recherches, tes découvertes passionnantes. Et bah, je t'attends pour l'année prochaine, pour la partie numéro 2, la seconde Voilà. partie de ton livre. C'est noté. Le rendez-vous est pris. De toute Et puis, manière, bah, moi, évidemment, je commencerai par toi. mm, grand merci. Et bien, moi, En je vous dis premier. à très bientôt parce que je vais vous dire, j'en ai sous le coude, hein. Voilà, j'ai reçu d'autres livres. Je vous fais voir la flanche, la tranche des livres. Hein. On va en parler plus en détail dans les prochaines semaines. Fini les vacances pour toi. C'est ça. Voilà. Merci, Cyril. Pas de rien. À Et je te bientôt, dis à Jérôme. très bientôt. Hein. Merci à tous. Allez, à très bientôt sur Horus. Ciao, ciao.